Hum. Bonjour à tous. Alors, nous avons déjà des participants. Très bien. Ça arrive, ça arrive. Bonjour Monsieur Schneider qui vient de nous rejoindre. Mhm. On va peut-être encore attendre une petite minute pour les derniers retardataires qui voient 30 sur leur montre, mais qui arriveront peut-être à 31. Mhm. Je vais mettre mon téléphone sur silencieux, ça sera peut-être. Bon, il est 31, alors je propose qu'on commence. On va commencer avec une petite introduction. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire dédié à la protection sociale du dirigeant. Donc, je me présente, je m'appelle Cyrielle Hague, je suis conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Donc, moi, principalement, j'accompagne les commerces et autres activités de proximité dans leur développement. Donc, je remercie tous les commerçants présents aujourd'hui. Et bien sûr, les autres profils, s'il y en a, n'hésitez pas à nous les indiquer en commentaire dans la petite bulle, là-haut. Donc, pendant cette présentation, je vous demanderai de bien vouloir garder vos micros éteints. Si toutefois il y avait des questions en cours de présentation, je vous invite également à les noter en commentaire, donc toujours la bulle, et nous reviendrons dessus à la fin de la présentation. Donc, pour traiter de ce sujet pour le moins technique aujourd'hui, nous accueillons notre expert Matmut, Monsieur Sanine, qui est responsable régional spécialisé notamment en matière de protection sociale. Bonjour Monsieur Sanine. Bonjour à tous, bienvenue, et puis je remercie en tout cas la Chambre de commerce et d'industrie Eurométropole en tout cas d'organiser ce webinaire en collaboration avec la Matmut. Donc la thématique du jour, c'est la protection sociale du dirigeant. Le public concerné, écoutez, on aura le plaisir en tout cas de répondre à toutes les questions que vous auriez, mais elle est très centrée en tout cas sur sans doute vos statuts actuels, et je vous proposerai en tout cas tout au long de cet échange de développer en tout cas des éléments qui nous apparaissent en tout cas importants à mettre en perspective. Donc je vous propose de rentrer peut-être dans le vif du sujet, la protection sociale au travers en tout cas d'une question qui est la suivante: la commentaire santé, l'arrêt maladie, si la santé n'a pas de prix, elle a pour autant un coût. Est-ce que la protection sociale du dirigeant peut-elle être une variable financière d'ajustement de son entreprise? Alors pourquoi, en introduction de cette question, c'est que souvent, le choix, en tout cas, du statut lié à, je dirais, un projet professionnel, va conditionner, en tout cas, cette thématique, et on va voir, en tout cas, ensemble, durant cette heure de présentation, l'ensemble, en tout cas, des points qui sont des points de vigilance. Alors, le premier point peut-être important à rappeler, c'est que, et c'est sans doute, je dirais, la variété peut-être des profils que je ne connais pas, mais je pense en tout cas que les gens présents dans le cadre de ce webinaire ont des statuts assez différents. Ces statuts, je rappelle quand même un point important, c'est que le statut juridique conditionne souvent le statut social du dirigeant. Vous avez ici sous les yeux les différentes composantes, en tout cas les différentes alternatives liées au statut juridique, en tout cas des entreprises en France. Alors, elles sont de deux natures. On peut, je dirais, cataloguer les profils entre des profils non salariés ou des assimilés salariés. Alors, à ce stade, la différence est quand même assez importante. Pourquoi? Parce qu'on peut exercer une activité non salariée seule ou à plusieurs. Dans ce cas de figure, on va trouver, je dirais, un statut assez classique qui est celui de l'entreprise individuelle. Et on va trouver aussi
je dirais, le statut des auto-entrepreneurs. On verra un petit peu plus loin d'ailleurs que pour cette catégorie en particulier, il y a quand même des spécificités. Pour autant, ils sont considérés comme étant des non-salariés. On va trouver aussi les statuts de type URL. Donc, je rappelle que URL sont les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Il s'agit en vérité d'une société commerciale. C'est une déclinaison de la SARL, mais avec un associé unique. Dans ce même périmètre, on va retrouver des SARL avec des gérants majoritaires. Donc, je rappelle en fait que le statut du gérant d'une SARL peut être majoritaire. Dans ce cas-là, il est travailleur non salarié. Et on va retrouver de l'autre côté les assimilés salariés, parmi lesquels on va retrouver d'ailleurs les EURL. La petite particularité, c'est qu'on a là affaire à un gérant qui est non associé rémunéré, alors que dans l'EURL, on aura un gérant associé unique. Deuxième catégorie, je dirais, des entreprises qu'on retrouve assez régulièrement, sans doute sur les conseils, en tout cas des experts comptables, ce sont les SASU, donc ce sont les sociétés avec, je dirais, un associé unique. Là aussi, le statut est celui d'un assimilé salarié, et on va trouver d'une manière un petit peu plus classique les statuts de type SARL, SAS ou SA. À chaque fois, je rappelle, et ce sont des points importants, il s'agit là d'assimiler salariés. La différence, en tout cas importante, entre la première catégorie, qui sont parmi les travailleurs salariés, c'est qu'il s'agit souvent d'entreprises individuelles ou de sociétés qui sont imposées, donc en fait, une imposition sur le revenu. Donc en clair, ça signifie que la rémunération est constituée le plus souvent de bénéfices, alors que pour les structures qui relèvent plutôt des statuts de type SASU, EURL avec un gérant non associé rémunéré ou SARL, on a là plutôt des salariés qui ont un statut, je dirais, différent, l'entreprise étant soumise le plus souvent à l'impôt sur les sociétés. Autre élément important, le travailleur non salarié, en tout cas dans la diversité. Je parlais tout à l'heure, en tout cas, de sa protection sociale. Alors, il est important, en tout cas, de rappeler que tous les travailleurs non salariés relèvent de la sécurité sociale des indépendants, qu'on appelle la SSI. Elle est ni plus ni moins alignée sur le régime général de la sécurité sociale. Sont concernés les entrepreneurs individuels, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les artisans et les commerçants, bien entendu. On va retrouver les gérants de URL, je vous parlais tout à l'heure de gérants associés uniques. On va trouver des gérants majoritaires de SARL, dont je rappelle la règle, c'est détenir plus de 50%, en tout cas des parts sociales de l'entreprise. Et on trouve enfin donc les micro-entrepreneurs. Élément important quand on aborde le sujet de la protection sociale, ce sont donc les risques en matière de prévoyance. Ce terme générique cache quatre sujets importants. Le premier, la maladie. Le deuxième sont les arrêts de travail. Le troisième, c'est l'invalidité. Et le dernier sont les décès. Ces quatre composantes constituent la protection sociale, je dirais, de ce à quoi on peut être confronté au quotidien. La maladie, je dirais de manière un peu classique, qui peut générer un arrêt de travail. Un arrêt de travail peut conduire à une invalidité, qui est de trois catégories, on le verra un petit peu plus loin, mais ça peut aussi conduire en vérité à un décès. Les conséquences pour chacune de ces thématiques génèrent des pertes de revenus. La vraie question, c'est quel est le niveau de protection auquel on bénéficie quand on est un travailleur non salarié. On va voir en tout cas un petit peu plus loin qu'il y a en tout cas des avantages et inconvénients d'avoir en tout cas ce statut. La protection sociale, en tout cas du travailleur non salarié, dans le domaine de la complémentaire santé, qu'on appelle aussi de manière très générique à la mutuelle, se fait par le biais de contrats individuels. En clair, quand on est travailleur non salarié, on a une démarche qui va consister à solliciter sa banque ou un assureur dans le choix, je dirais, d'un champ de garantie qui va être fonction de sa situation familiale, mais en même temps de son âge, puisqu'on sait que certaines pathologies apparaissent. Je parle par exemple, en tout cas, des problèmes liés à l'optique. Les premières pathologies peuvent apparaître à partir de 30-35 ans,
et nécessité, évidemment, de porter en tout cas des verres, soit des verres simples ou des verres progressifs. Mais en tout état de cause, c'est bien l'âge, en tout cas, qui va rentrer en considération dans le choix, en tout cas, des garanties. Mais ça peut être aussi la situation familiale, à proprement parler, puisqu'on peut avoir des enfants et vouloir, en tout cas, les protéger avec, par exemple, des couvertures dans le domaine de l'orthodontie quand on a des enfants en bas âge. Les travailleurs salariés donc, peuvent souscrire à ce type de contrat. Donc, il est important de rappeler que le principe de la tarification que va appliquer l'assureur, c'est l'âge, le lieu de résidence et le niveau de garantie, je dirais, qui va évidemment varier en fonction d'un niveau qui peut être classique, avec des besoins, je dirais, qui sont une consultation chez un généraliste, avec quelques visites chez un spécialiste, ou alors avoir des besoins peut-être plus importants, notamment dans le domaine du dentaire, avec des prothèses, par exemple, ou des implants. Autre élément concernant la complémentaire santé, puisqu'on parle en tout cas d'un risque, c'est deux chiffres en tout cas, je dirais, qui sont assez révélateurs. Les Français ont dépensé en moyenne 3 659 € par personne et par an pour leurs frais de santé en 2024. Bon, on voit en tout cas que ces montants augmentent, en tout cas pratiquement chaque année. On a en tout cas, enfin, je dirais, ou des transferts de charges sécurité sociale vis-à-vis des mutuelles, mais sinon que les prix moyens, il suffit de voir par exemple les consultations, puisque depuis le mois de décembre 2024, les consultations chez un généraliste sont passées de 26,50 € à 30 €. Donc on voit que effectivement, le coût moyen augmente en tout cas pratiquement chaque année. Pour autant, quand on parle de dépenses moyennes, la vraie question à se poser, c'est quel est le reste à charge moyen. Le reste à charge, c'est ni plus ni moins ce qui reste à la charge, en tout cas de l'assuré, une fois que, je dirais, on a été remboursé par son régime général, voire, je dirais, par sa mutuelle, ça peut être le cas. En moyenne, on voit que c'est 728 € avant le remboursement de la complémentaire santé. Donc, on voit toute l'importance ici de souscrire une complémentaire santé pour compléter ce que le régime obligatoire, en tout cas, vous propose et permet, en tout cas, en matière de couverture. Quelques éléments importants liés aussi au domaine de la santé, c'est le 100% santé. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de vous en parler pour une raison, c'est que c'est une mesure qui existe depuis 2020. Donc c'est un dispositif qui avait l'objectif et qui a toujours cet objectif d'accompagner les assurés dans 3 domaines pour lesquels les restes à charge sont quand même assez importants. On parle ici du dentaire, de l'optique et des aides auditives. Alors, on parle de 100% santé. Pourquoi? C'est parce que le dispositif propose, en tout cas depuis 2019, de prendre en charge, on parle dans ce cas-là d'un panier 100% santé, jusqu'à un remboursement total, en tout cas, d'un équipement optique, de prothèses dentaires dans le deuxième cas, ou des aides auditives quand on en a besoin. Sinon, pour rappel, l'idée de bénéficier du 100% santé, ce n'est pas un choix imposé, puisqu'on a la possibilité d'opter pour des prestations hors 100% santé. La différence, quelle est-elle? C'est que dans ce cas de figure, le professionnel de la santé va appliquer des tarifs qui sont libres. Et on verra, en tout cas dans 2 exemples, que le prix dans le cadre d'un 100% santé et hors 100% santé, les restes à charge, en tout cas, peuvent en tout cas représenter des sommes assez sensibles. Alors, pour revenir en tout cas sur la mesure du 100% santé ou zéro reste à charge, je disais à l'instant que 3 sujets évidemment étaient concernés, la partie optique, la partie dentaire et les aides auditives. Alors, pourquoi ces 3 sujets? C'est que jusqu'en 2020, il était observé que beaucoup d'assurés renonçaient à des soins, en tout cas, par exemple, un équipement de type optique, voire une prothèse dentaire, pour une seule raison, c'est que le coût était quand même assez conséquent. La sécurité sociale, déjà d'une part, rembourse dans des proportions qui sont très faibles, et les complémentaires santé pouvaient en tout cas compléter, mais jamais en tout cas, je parle notamment en tout cas pour ceux qui portent, qui pourraient demain être intéressés par des implants, les implants ne sont pas remboursés en tout cas par la sécurité sociale. Et le 100% santé d'ailleurs, c'est une première parenthèse, ne rentre pas dans ce dispositif, pas plus d'ailleurs que l'orthodontie.
Donc, je rappelle, le 100% santé concerne l'optique au travers des montures et des verres, et quel que soit le niveau de complexité, puisqu'on parle de verres simples, de verres progressifs, mais ça peut être aussi dans le domaine dentaire et des aides auditives. Pour la partie optique, alors le 100% santé, je dirais, nous parle en tout cas d'une classe A et d'une classe B. Dans le cadre de la classe A, qu'on appelle le 100% santé, ce qu'il est proposé aujourd'hui, c'est de pouvoir disposer d'une monture pour laquelle le prix maximum qui est imposé à l'opticien est de 30 euros. Alors, je rappelle en tout cas que par coquetterie, on peut évidemment vouloir choisir des montures dont les montants sont supérieurs. Ici, le 100% santé a deux vocations. Le premier, c'est de considérer qu'une monture n'a pas de portée médicale. C'est plutôt les verres, en tout cas, qui apportent les corrections dont on a besoin. Pourquoi, en tout cas, ce choix? C'est pour éviter, en tout cas, des surenchères. Autre élément important, le législateur impose, en tout cas depuis 2015, au travers des contrats dits responsables, de limiter les remboursements à 100 euros maximum. Donc, ce qui signifie concrètement que dans le cas du 100% santé, on a la possibilité d'avoir une monture avec un prix maximum de 30 euros. C'est 15 modèles, 2 couleurs. Et vous avez ensuite les verres, donc quel que soit le niveau de correction, là aussi ce sont des verres, enfin des prix qui sont imposés, excusez-moi, donc à l'opticien. Et 3 traitements en tout cas sont intégrés. On va trouver l'amincissement, l'anti-reflet et les anti-rayures. Ici, dans ce cas, le remboursement est intégral. En clair, l'assuré n'a rien à payer. Deuxième possibilité, on peut opter pour, je dirais de manière assez classique, à des tarifs libres. En clair, ici, l'idée, c'est de dire, je prends la monture que j'ai envie et je choisis les options dont j'ai besoin. La différence ici, c'est que le professionnel de santé va établir, en tout cas, sa tarification en fonction de ce que vous allez lui demander. Je rappelle que dans le cadre des tarifs libres, la monture, de toute manière, ne sera pas remboursée au-delà de 100 euros. C'est un maximum qui est imposé, je le rappelle, par les contrats dits solidaires et responsables. Pour autant, la réglementation permet de panacher les deux. On pourrait parfaitement, par exemple, au titre d'un contrat qu'on détient auprès d'un assureur ou d'une banque, choisir une monture, quelle que soit la marque, avec ce remboursement, je le disais à l'instant, de 100 euros maximum, et de choisir des verres, quels que soient les niveaux de complexité, et on serait remboursé, là, sur le coût, en totalité, sur la partie verre. Alors que pour la partie monture, je le rappelle, il pourrait y avoir en tout cas des restes à charge. Point important lié à ce 100% santé. Si on le souligne autant aujourd'hui, c'est parce que, en termes, je dirais, de pourcentage, sur 100 opticiens pour lesquels le 100% santé, en tout cas, je le rappelle, est une obligation, puisque quand on est un assuré social et qu'on consulte, 2 devis obligatoirement doivent être établis. On se rend compte que 94% en tout cas des opticiens ne parlent jamais du 100% santé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire de chacun d'entre nous des consommateurs éclairés. Je le rappelle, les devis ont un caractère obligatoire. Vous devez avoir la liberté de choisir soit un remboursement intégral, si d'aventure cet équipement vous convient, ou d'avoir la liberté de choisir en tout cas des options. Exemple assez, je dirais, frappant qui est celui-ci. On a pris l'exemple en tout cas d'un équipement de correction avec une myopie modérée. Aujourd'hui, si d'aventure vous n'optez pas pour le 100% santé, le tarif, je dirais, médian est de 290 euros, dont 135 euros de monture, et vous avez un reste à charge de 65 euros. Les deuxième cas, si le même équipement était choisi dans le cadre du 100% santé, le prix maximum serait de 105 euros, puisque vous retrouvez les 30 euros de la monture, en tout cas, qui sont imposés, et le reste à charge serait en tout cas de zéro. Donc, on voit bien dans cet exemple que 100% santé d'un côté ou pas 100% santé, il y a quand même en tout cas un reste à charge. À vous, en tout cas, d'apprécier, je dirais, la qualité de ce qui vous est proposé, mais il est important de faire de chacun d'entre vous, je dirais, des assurés plutôt avisés. Autre sujet important, donc la partie dentaire. Donc là aussi, le 100% santé intervient. Je rappelle en tout cas que sur ce point, la réglementation en tout cas prévoit
la possibilité d'avoir un remboursement intégral, en tout cas quel que soit le nombre de dents. Seule contrainte, donc le 100% santé fait référence en tout cas à deux types de dents, des dents visibles ou les dents non visibles. Donc les dents visibles, ce sont les incisives, les canines et les premières prémolaires, donc en tout cas les dents dites du sourire. Et les dents, je dirais, qui ne sont pas, ce sont donc les molaires et les deuxièmes prémolaires. Dans ce cadre très précis, la réglementation et le 100% santé permet en tout cas de prendre en charge en totalité les remboursements pour toutes les dents. Sinon, que la petite subtilité, c'est la suivante. Pour les dents visibles, donc vous aurez la possibilité d'avoir un équipement avec des couronnes classiques, donc des couronnes céramiques en zircone par exemple. Par contre, pour les dents, je dirais, de fond de bouche, ce seront forcément des bridges métalliques, ou des couronnes dites métalliques ou céramo-métalliques. L'idée, encore une fois, c'est de considérer que l'esthétique, évidemment, est importante pour les dents du sourire. La réglementation considère que pour les dents du fond, c'est moins, en tout cas, une nécessité. Autre possibilité, c'est la possibilité d'avoir au choix un équipement à tarif maîtrisé. Dans ce cas de figure, vous avez ce qu'on appelle des PLV. C'est en clair, vous avez des prix limites de vente qui sont imposés en fait aux dentistes. Donc, ils ne peuvent pas, par exemple, vous facturer plus de 550 € une prothèse dentaire. Ou troisième choix, ce sont des équipements à tarif libre. Là, vous faites un peu ce que vous voulez. Et là, sur le sujet, je rappelle que le praticien est en droit d'établir les tarifications qu'il a envie. En fait, en clair, il n'a pas de limite. Je vais vous donner tout à l'heure un deuxième exemple, d'ailleurs, sur des prix moyens qui sont observés. Dans le premier cas, c'est France entière. En 2018, le prix moyen d'une prothèse dentaire, c'est autour de 550 €. Le reste à charge était de 195 €. Donc, c'est dire en fait qu'il y a quand même une proportion assez importante. Dans le cas du 100% santé, je rappelle que depuis 2020, c'est 0 € à payer dans le cas du 100% santé. On a pris un deuxième exemple, c'est celui plutôt des grandes métropoles, Strasbourg, Paris, mais ça pourrait être aussi évidemment Lyon ou Marseille. Donc les prix moyens, par exemple à Paris, la fourchette haute observée d'une prothèse dentaire ressortait à 900 €. Donc je rappelle qu'en moyenne, c'était 550, en tout cas sur le territoire national. Le reste à charge, dans ce cas de figure, peut littéralement grimper à 545,25 €. On voit là aussi que le 100% santé peut avoir en tout cas quelques vertus, ne serait-ce que pour absorber en tout cas ces restes à charge. Autre point important, et notamment pour les dentistes, je parlais des opticiens où 96% d'entre eux ne parlent jamais du 100% santé. Pour ce qui s'agit des dentistes, 1 sur 2, grosso modo, parle du 100% santé. Donc, il est dans votre intérêt, indéniablement, de demander là aussi deux devis, un devis donc, au titre du 100% santé et un deuxième devis où vous pourriez avoir en tout cas une alternative, ne serait-ce que pour déterminer votre choix final et éviter en tout cas des restes à charge. Autre point important qui a été introduit depuis 2024, pardon, le 1er janvier, ce sont les équipements dans le domaine des aides auditives. Je rappelle qu'avant, des équipements moyens pouvaient tourner pour une seule oreille entre 2005 voire 3500 €. Aujourd'hui, il est possible d'avoir accès, dans le cadre du 100% santé, à un remboursement intégral. On parle là aussi d'un équipement 100% santé classe 1. Je rappelle que ce type d'équipement est plutôt complet puisqu'il concerne les contours d'oreilles classiques, les contours à écouteurs déportés, les intra-auriculaires, et vous avez trois options en tout cas qui sont intégrées, les systèmes anti-acouphènes, la connectivité sans fil ou les réducteurs bruit de vent. Je rappelle que dans le deuxième cas, les prix peuvent évidemment augmenter dans des proportions quand même assez importantes puisque les prix observés peuvent, je serais tenté de dire, même arriver à des montants de plus de 5 000 €. Là aussi, avoir en tout cas une telle charge financière peut amener un certain nombre d'assurés à renoncer au soin. L'idée d'avoir introduit le 100% santé, c'est évidemment l'idée d'accompagner d'une manière beaucoup plus efficace et éviter d'avoir des gens en tout cas qui renoncent, on va dire, à leurs soins. Vous avez ici donc l'exemple assez concret sur l'évolution du reste à charge moyen pour deux prothèses auditives sur la base de prothèses de l'offre 100% santé. En 2018, on était autour de 1 700 €, c'était le reste à charge. En 2019, donc le 100% santé a commencé à être introduit.
puisqu'il a commencé évidemment à imposer des limites en matière, en tout cas de coûts. On se retrouve à 1 300 € depuis 2021. On est pratiquement à zéro, d'où l'intérêt, en tout cas, de vous parler, en tout cas, du 100% santé, et de vous expliquer en quoi, en tout cas, son contenu peut présenter, en tout cas, des avantages. Autre élément important lié à la complémentaire santé, donc c'est trouver, en tout cas, un équilibre entre limiter du reste à charge, en tout cas, trouver des garanties qui puissent permettre, en tout cas, de les limiter. Mais c'est aussi, je vous l'ai dit en avant-propos, le choix d'une complémentaire santé ou mutuelle est fonction de son état de santé, de son âge, et le tarif, en tout cas, est fonction évidemment de ces éléments-là. Autre élément qui rentre en considération dans le choix d'une mutuelle, ce sont les services, en tout cas proposés, en inclusion ou pas. C'est par exemple la téléconsultation. On parle de téléconsultation, c'est la possibilité, par exemple, de joindre des services à distance en moins de 3 minutes en fonction de certaines pathologies pour éviter de vous déplacer. C'est vrai en tout cas pour des personnes qui se trouveraient en situation d'urgence ou par exemple en zone blanche avec une vraie difficulté à joindre par exemple un médecin. La téléconsultation a évidemment l'objectif de vous apporter un premier avis. Ça fait partie en tout cas des services qui sont intégrés, qui sont proposés en tout cas par certaines mutuelles, dont la Matmut. Autre élément, je dirais, qui constitue la protection sociale du travailleur non salarié, qu'on soit artisan, qu'on soit commerçant, c'est la partie arrêt de travail. Donc, il est important de vous rappeler qu'un arrêt de travail génère des pertes de revenus. Donc, ce sont des indemnités qui sont versées en cas d'arrêt de travail ou en cas d'invalidité. Le régime général, donc, qui est la sécurité sociale des indépendants, verse des indemnités qui sont plutôt faibles, avec une nécessité, c'est de les compléter par des garanties complémentaires. Point important, le micro-entrepreneur est soumis à des pertes de revenus qui sont encore beaucoup plus importantes que le travailleur non salarié. On va voir tout à l'heure et un petit peu plus loin pourquoi. Un exemple, vous avez ici un commerçant, un artisan qui aurait un revenu de 2 250 € par mois. Son revenu d'activité, qui est divisé par le nombre de jours, correspond à 74 € par jour. En cas d'arrêt de travail, donc il est important de rappeler que la sécurité sociale des indépendants verse 37 € maximum par jour d'arrêt de travail. Donc 74 €, qui est le revenu, je dirais, journalier, 37 €, donc c'est ce que la sécurité sociale verserait en cas d'arrêt de travail. On voit qu'il y a une déperdition de plus de 50%. Est-ce qu'un artisan commerçant, peut-être dans le cadre d'un arrêt court d'une quinzaine de jours, pourrait évidemment, je dirais, retomber en tout cas sur un équilibre, en tout cas sans avoir trop de conséquences. Si l'arrêt est beaucoup plus long, s'il devait durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est en ces termes qu'il faut aussi être capable de se déterminer. En clair, si l'arrêt dure trop longtemps, perdre 50% de ses revenus peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. D'où l'idée de récupérer ce revenu manquant par la souscription de contrats de prévoyance, puisqu'il est possible, quand on est un artisan commerçant ou travailleur non salarié de manière un peu générale, de souscrire un contrat qui a l'objectif de compléter ce que le régime sécurité sociale des indépendants ne versera pas. Alors, un exemple et une illustration d'un arrêt de travail. Donc, on a pris ici un revenu annuel de 27 000 €, ce qui correspondait à l'exemple pris 74 € par jour. Donc, point important, la sécurité sociale des indépendants verserait donc 37 € par jour d'arrêt de travail. Mais il est important quand même de vous préciser qu'il existe donc une franchise de 3 jours. Les 3 premiers jours, la sécurité sociale ne verse pas d'indemnité journalière. Ici, donc vous voyez en rouge que du 4e jour et pendant 1 an, la sécurité sociale des indépendants verserait en tout cas 50% grosso modo de votre rémunération. Pendant 3 ans maximum, donc ce qu'il est simplement peut-être important de vous rappeler, c'est qu'il est possible de compléter donc cette perte de revenus par un complément. Ce complément pourrait permettre par exemple de vous assurer 75% de vos revenus, voire 100%, toujours avec une franchise. Donc ça, c'est
je dirais, des modularités que proposent les contrats, ou les assureurs, en tout cas de manière générale, au travers de formules. Ce sont des contrats, en tout cas forfaitaires, le plus souvent, où vous choisissez, en tout cas, ce niveau d'option. Autre exemple, comment compléter en clair son régime de prévoyance au travers, en tout cas, d'options qui sont proposées. Vous avez ici l'exemple de ce que propose donc, la Matmut. Il est possible, dans l'exemple ici très concret, d'avoir un revenu qui pourrait être 75% de son revenu ou 100%, avec une franchise de 15 jours. Je rappelais tout à l'heure que les franchises les plus courtes, en tout cas, ont moins de conséquences, en tout cas financières. Plus vous allez choisir une franchise courte, plus le coût, en tout cas, du contrat va être important. Donc, c'est cette modularité qui sera important, en tout cas, je dirais, de définir avec votre conseiller. En clair, quelle est la franchise la plus pertinente? Est-ce qu'il faut avoir une franchise vraiment absolument toujours très courte? J'ai quelques doutes quant à l'idée que on puisse, quand on est, je dirais, dirigeant de sa propre entreprise, s'arrêter en tout cas 15 jours. Je pense en tout cas qu'il y a une adaptation sans doute en tout cas de vos besoins qu'il est important en tout cas de clarifier. Sinon, qu'il est possible de compléter en tout cas votre régime sécurité sociale par des compléments et des indemnités journalières, et ce pendant 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? C'est qu'au-delà de 3 ans, un arrêt de travail doit conduire soit à reprendre en tout cas votre activité ou déclarer une invalidité. Et on va voir que là aussi, la sécurité sociale des indépendants prévoit en tout cas des prestations en cas d'invalidité. Point important concernant la souscription de ce type de dispositif, qu'on soit dans le cadre d'un contrat santé qu'on appelle donc une mutuelle, ou dans le cadre d'un contrat prévoyance qu'on vient de voir juste un instant, c'est que vous avez une incitation fiscale qui s'appelle la loi Mellin. La loi Mellin permet en tout cas de prendre en charge avec des notions de déduction fiscale, donc le montant des cotisations destiné à payer une cotisation au titre de sa créance, voire au titre de sa mutuelle, et qui seraient des charges déductibles, bien évidemment, à travers des statuts occupés. Seul cas d'exception, l'auto-entrepreneur ne bénéficie pas, en tout cas, de la loi Mellin. Donc, ne peut pas prétendre, en tout cas, à des notions de déductibilité fiscale. Vous avez ici, sinon, un schéma, en tout cas, qui reprend les plafonds de déductibilité. Donc, il est important simplement de vous rappeler que la loi Mellin permet, en tout cas, au titre des contrats dits facultatifs, de déduire, en tout cas, du bénéfice imposable, le montant, en tout cas, de ces cotisations. Vous avez, en tout cas, un certain nombre de thématiques qui sont ici listées, qui apparaissent. On a parlé de la prévoyance. On parle aussi de santé, mais la dépendance fait aussi partie, en tout cas, des plafonds et des contrats qu'il est possible de souscrire. Vous avez aussi un plafond en matière de retraite, puisque le sujet de la retraite est aussi un élément à prendre en considération quand on est un travailleur non salarié. La raison, c'est la suivante, c'est que grosso modo, les régimes, en tout cas aujourd'hui, liquident ce qu'on appelle, je dirais, les retraites avec 2 éléments importants. Un, une condition d'âge. Aujourd'hui, c'est 64 ans. Le nombre, en tout cas, d'années qui est pris en considération, c'est les 25 meilleures années. Et sur ces 2 bases-là, le régime général peut verser jusqu'à 50% d'un plafond mensuel de sécurité sociale. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 925 € aujourd'hui, ce qui correspondrait à un maximum de 1 800 €. Grosso modo, c'est les chiffres à retenir. Quand on est commerçant ou artisan, le montant de sa retraite va varier entre 30 à 40% à peu près de ses revenus d'activité. Donc, d'où la nécessité aussi à ce stade, quand on a fait ce choix, de réfléchir en tout cas aux solutions en matière de retraite. Autre sujet aussi sensible, qui est celui de la perte d'emploi. Il est important de rappeler que quand on est dirigeant, qu'on soit salarié ou qu'on ne le soit pas, on ne bénéficie pas, en tout cas, des couvertures classiques d'un salarié en matière d'ACDI, ce qui signifie que vous devrez vous interroger sur cette perspective, si elle devait arriver, quelles sont les solutions? Elles existent, je vous rassure. Vous avez par exemple la garantie sociale des chefs d'entreprise. Ce sont des garanties à titre privé que vous pouvez souscrire et qui ont l'objectif de vous apporter en tout cas ce niveau de couverture en cas de liquidation ou de perte d'emploi. Encore une fois,
le cas d'exception sont les micro-entrepreneurs qui ne peuvent pas bénéficier du dispositif dit loi Madelin. Ici, un exemple assez concret. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre que c'est bien vos revenus professionnels qui sont pris en considération. Vous avez en tout cas des limites imposées par la réglementation. L'exemple qu'on a pris ici, c'est un revenu annuel de 35 000 euros. Un travailleur non salarié perçoit 35 000 euros. Il souhaite souscrire une complémentaire santé en contrat prévoyance. Donc, des exemples de cotisation, on a pris 1 600 euros au titre d'une mutuelle annuelle. 2 400 euros au titre de la prévoyance. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour 35 000 euros, on peut déduire jusqu'à 4 609,50 euros. Et ici, le coût global, en tout cas, d'une cotisation santé et prévoyance représente 4 000 euros. Donc, on pourra déduire 4 000 euros de ses revenus imposables. Donc, voilà, pour illustrer, par exemple, en fonction, en tout cas, de ses revenus. Deuxième, je dirais, cas dans lequel on peut se trouver, c'est que le micro-entrepreneur. Alors, il est important de rappeler que le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel qui a un régime social simplifié. Le statut de micro-entrepreneur permet d'exercer une activité, elle peut être de trois natures, commerciale, artisanale ou libérale, et elle est fonction est limitée à un montant de chiffre d'affaires. Alors, la micro-entreprise est un régime, qui est plutôt un régime micro-social. Ce n'est pas une forme juridique, dans tout cas, d'entreprise. Tout le monde peut avoir un statut de micro-entrepreneur. On peut être demandeur d'emploi, salarié, fonctionnaire, retraité, étudiant. Donc, on peut doubler, en vérité, je dirais, ses occupations, sauf les personnes qui ont déjà un statut de travailleur non salarié. C'est le seul cas d'exception. Le régime micro-social simplifié, c'est le suivant. Le montant des cotisations sociales dépend du chiffre d'affaires. Et on va voir qu'en fonction des trois types d'activités, on a des abattements, en tout cas, qui sont proposés. En cas de revenus faibles ou nuls, il n'y a pas de cotisation à verser et il n'y a pas de déduction fiscale, on le rappelle une nouvelle fois, loi Madelin pour le micro-entrepreneur. Alors, les démarches concernant les démarches légales. Donc, il existe un site qui s'appelle auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc qui permet, en tout cas, de vous faciliter, je dirais, l'ensemble des éléments, que ce soit les déclarations de chiffre d'affaires, le paiement des cotisations ou les déclarations de modification de situation ou de cessation d'activité. Donc, c'est un site qui a été conçu pour accompagner le micro-entrepreneur, évidemment, pour l'ensemble des éléments déclaratifs liés à son chiffre d'affaires ou à ses cotisations. Ici, vous avez en tout cas une présentation, donc, des taux de cotisation qui sont appliqués en fonction des niveaux d'activité. Vous avez un taux normal en fonction de la nature d'activité. Alors, les activités peuvent être de type achat ou revente de marchandises, soumises donc à des bénéfices industriels et commerciaux. C'est par exemple la fourniture de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou des prestations d'hébergement. Les taux de cotisation, donc, depuis le 1er juillet 2024, sont de 12,30%. Concernant les prestataires de services commerciaux et artisanaux soumis au BIC, donc le taux de cotisation est de 21,20%. Les autres prestations de services soumises aux bénéfices non commerciaux sont soumis à un taux de cotisation de 23,10%. Les professions libérales relevant de la CIPAV ont un taux de cotisation applicable de 23,20%. Et les locations de meublés de tourisme classés ont un taux de cotisation applicable à partir de 6%. Si vous êtes éligible à l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, qu'on appelle l'ACRE, depuis le 1er janvier 2020, les bénéficiaires de l'ACRE peuvent profiter de cette aide pendant seulement 1 an, contre 3 ans auparavant. Le taux d'exonération est de 50%, contre 75% jusqu'en 2019, pour ceux qui bénéficiaient de l'ACRE avant 2020. Les taux d'exonération seront revus à la baisse. Ils seront de 25% la deuxième année, contre 50% actuellement, et de 10% pendant la troisième année, contre 25% actuellement. Définition du micro-entrepreneur. En matière sociale, il a la même couverture que les autres travailleurs non salariés. Donc, il bénéficie d'une assurance maladie-maternité, il bénéficie d'un régime allocation familiale, d'une assurance invalidité-décès,
et dans une retraite de base et retraite complémentaire. Le seul point important, c'est qu'un régime complémentaire est nécessaire pour les frais de santé et la prévoyance, notamment pour les indemnités journalières, l'invalidité et le décès, puisque ce sont des niveaux de prestations qui sont proposés qui sont aujourd'hui considérés comme étant insuffisants et qui placeraient en tout cas le micro-entrepreneur face à ce type de risque, face à sans doute en tout cas des situations un petit peu compliquées. Le micro-entrepreneur, en tout cas, le statut est sous condition de revenu pour percevoir des indemnités journalières, je le rappelle. Le revenu moyen annuel minimum après abattement doit être supérieur ou égal à 4 383 €. En clair, si vous êtes avec un revenu supérieur, vous avez droit à une indemnité journalière. En dessous, l'indemnité journalière est nulle. Donc, vous avez ici un exemple, c'est la vente de marchandises. On a un taux d'abattement de 71%. Exemple, donc si on a un chiffre d'affaires de 40 000 € après abattement, donc le revenu pris en compte est de 11 600 €. C'est à partir de ces 11 600 € que sont déterminées les indemnités journalières. Donc, elles sont ici, elles ont été calculées à hauteur de 16 € par jour. Donc, le montant maximum des indemnités que le régime va verser serait de 480 € par mois. Donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, pour un micro-entrepreneur, les niveaux d'abattement vont aussi conditionner le montant des indemnités journalières et donc des indemnités à percevoir par mois. Ce qu'on voit juste à droite, c'est qu'en fonction de son activité, les abattements vont varier, puisqu'ils sont de 71% pour les activités d'achat, revente et location meublée. Ils diminuent à 50% pour les prestataires de services artisanales et commerciales et descendent carrément à 34% pour les activités libérales et les agents commerciaux. Deuxième statut, je dirais, qui, encore une fois, va conditionner la protection sociale du dirigeant, c'est le statut de salarié ou d'assimilé salarié. Alors, ce qui est important donc à rappeler, c'est que je disais en présentation, en avant-propos, que le statut juridique conditionne souvent le statut social. Ici, les salariés ou assimilés salariés, donc auxquels on pourrait prétendre, sont concernés les structures juridiques de type président de SAS ou de SASU, mais ça peut être aussi les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL. Donc, ces typologies, en tout cas de statut, peuvent prétendre évidemment à une couverture de type sécurité sociale, en clair, qui est celle des salariés. Alors, vous allez voir que pour ce qui s'agit de cette catégorie, le niveau de couverture est complètement différent, puisque le type de solution qu'il sera possible d'envisager, c'est déjà fonction, en tout cas, de ce que le régime général va proposer. Alors, il est important, en tout cas, de dire que là où un travailleur non salarié va plutôt souscrire en contrat individuel, là, le dirigeant salarié va plutôt mettre en place un contrat collectif. Alors, d'une manière générale, les contrats mutuels santé qui sont proposés dans le cadre de l'entreprise, quand on est un salarié, elles ont toujours un caractère obligatoire pour l'ensemble des salariés, y compris pour le chef d'entreprise. Elle est toujours facultative pour les ayants droit. On parle d'ayants droit quand il s'agit des enfants, le plus souvent, voire du conjoint, sans parler en tout cas des options. On peut souscrire, par exemple, un contrat avec, je dirais, un montant de garantie, je dirais, qui est le choix de l'entreprise, mais laisser la possibilité aux salariés de le compléter avec des options. Ce sont les entreprises qui souscrivent donc ce contrat pour le compte de leurs salariés de manière un peu générale. Alors, les contrats collectifs et la protection sociale, en tout cas des salariés. Il est important, en tout cas, de rappeler qu'on parle de contrats collectifs parce que donc on fait appel, évidemment, à une approche où c'est bien la collectivité des salariés présents au sein de l'entreprise pour laquelle l'assureur va proposer, en tout cas, une couverture. Les contrats collectifs sont en fonction, en tout cas, de critères liés à la branche d'activité. On peut ou pas relever d'une convention collective. Alors, il est important simplement de rappeler qu'il existe en tout cas un certain nombre de conventions collectives qui rendent obligatoire en tout cas des accords de santé. Si c'est le cas, il faudra souscrire dans ce cas de figure ce que la branche professionnelle, par exemple, donc, propose. Il en existe en tout cas dans le métallurgie, dans le bâtiment, les hôtels, cafés, restaurants,
Il en existe aussi pour tout ce qui relève dans le commerce de détail non alimentaire. Je vous donne en tout cas quelques exemples, mais on peut relever aussi d'un secteur d'activité dans lequel il n'y a pas de convention collective. Dans ce cas de figure, il est important simplement de rappeler que le chef d'entreprise choisit la garantie qu'il souhaite. Vous avez là, à ce stade, deux obligations qu'on appelle l'ANI, l'accord national interprofessionnel. C'est l'obligation de participer à hauteur de 50%, en tout cas sur la cotisation du salarié, et de mettre en place ce qu'on appelle le panier de soins. Donc, dans les deux cas, c'est bien en tout cas un contrat collectif qui a l'objectif de couvrir l'ensemble en tout cas des salariés, y compris le chef d'entreprise. Autre élément sur lequel il me paraissait important en tout cas de s'attarder, c'est de l'arrêt de travail et quelle est la règle de la sécurité sociale en la matière. Donc il faut rappeler que quand on a un salarié, le montant total des indemnités journalières est limité par un plafond. Ce plafond, en fait, il est fonction du SMIC. À compter du 1er avril 2025, c'est une mesure évidemment qui a échappé à beaucoup, le plafond a été modifié, en tout cas par un projet de loi de finances sécurité sociale. En clair, le montant donc, qui est passé de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC a baissé mécaniquement le montant des indemnités journalières. En clair, le maximum auquel on pouvait prétendre était donc à 3 242 € au maximum, ce qui correspondait à 1,8 SMIC avant, en tout cas, cette modification. Et aujourd'hui, le montant maximum que la sécurité sociale pourrait verser serait de 2 522,57 €, en tout cas, je dirais, suite à cette mesure. Il existe toujours une carence, en tout cas, de 3 jours, puisque la sécurité sociale, qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié, applique en tout cas une franchise de 3 jours. Et le montant maximum de l'indemnité journalière auquel on peut prétendre ne peut pas dépasser 50% de son salaire dans la limite de ce 1,4 SMIC. Vous avez ici un exemple d'un arrêt de travail pour un chef d'entreprise salarié qui aurait un revenu, par exemple, de 1 800 € brut par mois. La sécurité sociale lui verserait 900 €. Dans le deuxième cas, si le montant de sa rémunération de ce même dirigeant était de 5 000 € brut par mois, on appliquerait là sur le coup donc, le 1,4 SMIC, donc les 2 522 € qu'on divise par deux, et on arrive donc à un plafonnement de 1 261 €. Donc on voit bien en tout cas que ces mesures qui ont été prises de manière un petit peu récente ont raboté encore les montants auxquels on pouvait prétendre en qualité de salarié. Dans les deux cas, la question aussi à se poser, c'est de savoir est-ce que dans le cadre d'un arrêt long, le montant, en tout cas, je dirais, de ce que verse la Sécu, permettrait, en tout cas, je dirais, de faire face à ces dépenses. On pourra, en tout cas, nourrir quelques doutes, en tout cas, sur la réponse. Ce qui est important, c'est que les arrêts de travail pour accident professionnel ou maladie professionnelle bénéficient, je le souligne quand même, d'une meilleure indemnisation de la part de la sécurité sociale. Les règles d'indemnisation d'un salarié en invalidité, elles, suivent en tout cas l'indemnisation en arrêt de travail. Donc en clair, on est toujours, grosso modo, autour d'un demi-salaire, pour vous donner un ordre d'idée. Le salarié ou l'assimilé salarié, dans le cas d'une invalidité, alors il est important de vous rappeler qu'il existe 3 catégories en matière d'invalidité. Alors l'invalidité, c'est l'idée, c'est la définition, c'est la capacité de travail qui est réduite d'au moins 2/3. En clair, je souffre en tout cas d'une affection de l'invalidité et j'ai 2/3 en tout cas de mes capacités qui sont réduites. Donc dans ce cas de figure, la sécurité sociale va prononcer 3 niveaux. Vous avez en tout cas la première catégorie, donc et c'est grosso modo, si vous vous trouvez en première catégorie, c'est 30% de son salaire annuel moyen qu'on perçoit, et vous avez un maximum qui est à droite indiqué, qui est de 1 177,50 €. C'est ce que verserait la sécurité sociale. Dans le deuxième cas, donc c'est la deuxième catégorie qui est prononcée. Le pourcentage donc, du salaire moyen qui est pris en considération, c'est 50%. Donc le montant maximum versé par la sécurité sociale en invalidité de deuxième catégorie serait de 1 962,50 €. Et le troisième catégorie, c'est l'idée d'avoir besoin d'une tierce personne parce que dans l'incapacité, je dirais, de réaliser un certain nombre d'actes quotidiens, se déplacer, se nourrir ou se vêtir. Donc en clair, on aurait besoin d'une tierce personne. Dans ce cas de figure,
l'invalidité est majorée de 40%, mais elle ne pourrait pas dépasser 3 229,10 euros. On voit que dans les trois cas, on cotise, en tout cas pour les salariés auprès de la sécurité sociale, mais sans savoir en fait quels sont les montants de ce que la Sécu verserait en cas d'invalidité. On voit en tout cas que là aussi, il y aurait en tout cas des conséquences, je dirais, assez importantes. D'où l'idée de rappeler que quand on est salarié ou assimilé salarié, il existe en tout cas des obligations qui concernent en tout cas l'employeur et l'entreprise. La première d'entre elles, je le rappelle, c'est les lois de mensualisation qui datent de 1977. Alors, les lois de mensualisation, c'est quoi? C'est l'idée d'imposer à l'employeur d'indemniser les arrêts de travail et de maintenir, en fait, les rémunérations. C'est ce qu'on appelle le maintien de salaire. Vous avez ici un exemple, c'est celle d'un salarié qui aurait un an d'ancienneté. Donc, les lois de mensualisation obligent l'employeur à maintenir le salaire à hauteur de 90% du salaire pendant 30 jours. Je rappelle que la sécurité sociale verse 50% avec une franchise de 3 jours. Là, l'employeur devrait compléter à hauteur de 90% pendant 30 jours, mais vous avez, en fait, c'est ce qu'impose la loi de mensualisation, une carence de 7 jours. C'est-à-dire que les 7 premiers jours ne sont pas, en tout cas, maintenus. À partir du 31e jour, les lois de mensualisation obligent l'employeur à maintenir le salaire, en tout cas d'une personne qui sera en arrêt de travail, à concurrence de 66,66% pendant 30 jours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de mensualisation permet de compléter ce que le régime sécurité sociale, en tout cas, ne complète pas, puisqu'on serait ici à 90% au lieu de 50%, et on serait à 66% au-delà de 30 jours et pendant une période de 60. La question qui peut se poser, c'est au-delà de 60 jours, qu'est-ce qui peut se passer? Il faut simplement rappeler qu'il peut y avoir l'obligation dans certains secteurs d'activité et notamment certaines conventions collectives d'avoir obligatoirement la souscription d'un contrat de prévoyance qui couvre un arrêt de travail pendant 1 an, voire 3 ans. Autre élément qui est une obligation en tout cas de l'entreprise, c'est le décès d'un cadre. Alors je rappelle que souvent le dirigeant occupe en tout cas ce statut. Il existe en fait une obligation qui est l'article 7 de la loi de la convention collective des cadres qui oblige l'employeur à mettre en place et proposer une cotisation de 1,50% du salaire qui est à sa charge à 100% et qui a l'objectif de couvrir le décès en tout cas de ses salariés. Donc il faut simplement rappeler qu'à défaut de mettre en place ce qu'on appelle donc le 1,50%, il existe évidemment, je dirais, des cas dans lesquels des employeurs ont été condamnés à verser jusqu'à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale parce qu'ils n'avaient pas mis en place ce type de dispositif et que l'un des salariés, évidemment, avait subi un décès. En 2025, 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale, ça représente 200 646 euros. Avantage de la prévoyance complémentaire, en tout cas pour l'entreprise, et là aussi, ce sont des points en tout cas importants. Quand on est, je le rappelle, dirigeant d'une SARL, d'une SASU, il est possible en tout cas de mettre en place des contrats collectifs. On se conforme de cette manière-là à ces obligations conventionnelles. Les cotisations sont exonérées de charges sociales patronales et évidemment, ça participe en matière d'embauche à l'attractivité puisque ça fait partie évidemment de solutions qui auront tendance à fidéliser, voire faciliter les recrutements. Les cotisations santé et prévoyance versées par l'entreprise sont déductibles du bénéfice imposable. Ça, c'est la partie fiscale, en tout cas, liée au contrat collectif. Un exemple d'une solution proposée à une entreprise pour couvrir un président assimilé salarié cadre de la SAS, en prenant l'hypothèse que le salaire perçu est de 2 000 euros brut par mois, ce qui correspond à 24 000 euros annuels. La souscription d'un contrat, on parlait juste tout à l'heure du 1,50 qui est financé à 100% par l'entreprise. Donc le coût moyen, on a pris ici un exemple, c'est 30 euros par mois. Qu'est-ce qu'il permettrait? Il permettrait de proposer une couverture en cas de décès et proposer jusqu'à 2 années de salaire, donc 2 fois 24 000 euros, donc c'est 48 000, avec possibilité de doublement en cas d'accident, possibilité d'avoir des majorations pour les gens qui sont
mariés avec des enfants, mais qui auraient des enfants à charge avec 6 mois de salaire supplémentaire et des indemnités journalières et invalidités qui permettraient de compléter, je dirais, ce que la sécurité sociale verse à hauteur de 80% du salaire avec des franchises. Donc, l'idée des contrats collectifs, c'est aussi d'apporter des réponses dédiées pour tous les salariés, mais y compris le dirigeant, face évidemment à ces risques que représente le décès, l'invalidité, voire l'arrêt de travail. Deuxième exemple, en tout cas en faisant un focus sur la protection sociale d'un président de SAS ou de CSU, selon son mode de rémunération. Alors pourquoi il a été souligné? C'est qu'il faut rappeler qu'on choisit des fois son statut pour des considérations, sans doute en tout cas, de charges sociales ou évidemment d'optimisation fiscale. Alors pour ça, on peut se rémunérer en salaire ou en salaire plus dividende. Alors ici, on a pris les deux exemples. Le premier cas, on a pris donc un dirigeant de 42 ans qui percevrait donc 57 600 € par an et pour lequel une invalidité de deuxième catégorie aurait été prononcée, en tout cas par la Sécurité sociale. Dans le premier cas, en partant de l'idée que ces revenus ne sont constitués que de salaires, donc la Sécurité sociale va verser 23 550 € par an. Donc on voit bien à ce stade que c'est parfaitement insuffisant. Et l'idée d'avoir un contrat prévoyance souscrit, en tout cas par l'entreprise, aura l'objectif de compléter et de permettre, en tout cas, à ce salarié, donc son dirigeant, d'aller jusqu'à la retraite et à la retraite de percevoir, évidemment, à partir de 64 ans, sa retraite. Le deuxième cas, qui est quand même, je dirais, assez révélateur, c'est que si donc, les revenus sont constitués de salaires plus dividendes, et partons de l'hypothèse que les salaires constituent 18 000 €, mais que le delta est constitué plutôt de dividendes, il est important de vous rappeler que les dividendes ne génèrent pas de droits sociaux et qui ne sont pas pris en considération, je dirais, dans ce cas de figure. Donc, dans ce cas de figure, seuls sont pris en considération les salaires, et là, 50% de 18 000, donc ce qui fait 9 000, il n'y a pratiquement aucune possibilité, là, sur le coup, je dirais, de compenser cette déperdition liée aux dividendes. D'où l'idée, en tout cas dans les réflexions qui ont pu être les vôtres, ou qui sont peut-être en cours, quel est le choix en matière de rémunération? Attention simplement, je dirais, à ces excès qui pourraient conduire, encore une fois, à optimiser sans doute, en tout cas, la portée fiscale, puisque les dividendes bénéficient en tout cas d'un abattement. Mais attention, ils ne génèrent pas de droits sociaux, ils ne sont pas pris en considération dans le cadre, vous le voyez ici, des arrêts de travail, mais ils ne génèrent pas non plus de droits à la retraite. Donc, il est important, en tout cas, de vous dire, de le souligner. Point important, l'ensemble, en tout cas, des solutions, je dirais, liées à, je dirais, à ce qui vous a été aujourd'hui présenté, qu'on soit travailleur non salarié ou travailleur salarié. Ces solutions, en tout cas, existent. Elles sont, je dirais, portées par, je dirais, des prestataires qui sont des banques ou qui sont des assureurs. Le groupe Matmut, évidemment, fait partie de, je dirais, ces opérateurs pour lesquels on a vocation, en tout cas, à accompagner les dirigeants, quelle que soit d'ailleurs la configuration dans laquelle vous pouvez vous trouver. Vous avez ici quelques chiffres, en tout cas pour vous rappeler que la Matmut, c'est 4,5 millions de sociétaires, spécialisés évidemment dans les assurances auto-habitation. Vous nous connaissez sans doute, en tout cas, au travers de cet item, mais aussi pour tout ce qui relève de la protection sociale. On est présent partout en France au travers de 473 agences, que ce soit Colmar, Strasbourg. On gère 8,2 millions de contrats, 6 500 collaborateurs. Vous avez ici quelques éléments importants. C'est la certification dont bénéficie la Matmut en matière santé et prévoyance, qui est gage en tout cas de qualité. Et vous avez ici les récompenses, en tout cas les plus récentes, et l'indice de satisfaction des entreprises qui nous font confiance. Voilà, j'espère en tout cas que ce tour d'horizon aura permis de vous apporter des éclairages suffisants. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à nous solliciter. On sera là, évidemment, et on aura le plaisir, en tout cas, de vous accompagner. Merci beaucoup, M. Sahin.
Donc, comme l'a dit justement Monsieur Saïn, hein, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir un relais de proximité en Alsace à consulter Laetitia ou à écrire votre demande juste ici dans la conversation de cette réunion. Laetitia qui est mon relais Matmut. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour Cyrielle, merci beaucoup. Oui, effectivement, comme vous disait Cyrielle ou Monsieur Saïn, n'hésitez pas. Donc moi, je suis sur la région Grand Est, je ferai le relais. De toute façon, Cyrielle va vous envoyer le PowerPoint par la suite et elle mettra aussi toutes mes coordonnées, mon numéro de portable, mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin, si vous avez une question supplémentaire, je serai à votre disposition. En tout cas, merci à tous les deux. Monsieur Saïn, c'était un sujet effectivement très technique. On voit que vous maîtrisez plus la situation que je ne la maîtrise. Et si jamais vous avez envie de voir et revoir ce webinaire, il est accessible donc sur notre page, sur notre compte, pardon, YouTube, donc CCI Alsace Eurométropole. On a déjà une dizaine de vidéos à notre actif sur 2025. Peut-être que d'autres sujets pourront vous intéresser. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention, ainsi qu'à nos intervenants qui ont pris leur temps ce midi pour vous exposer un petit peu tous ces cas de figure vastes et bien nombreux. Il y a des questions, j'ai vu des mains se lever. Non, d'accord. Bon, bah, très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous et très bon début de semaine et très bon appétit pour ceux qui Merci en tout cas pour votre préparent leur attention. déjeuner. Merci pour votre attention et puis au plaisir en tout cas de vous accompagner ou de vous rencontrer de manière un peu locale. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.